Salut, bienvenue à un autre épisode de Séance de science. Aujourd'hui, je vous parle de mouvement et de force. Donc, en fait, c'est des concepts essentiels dans le programme d'ATS à l'école, que ce soit secondaire 3, secondaire 4 et même dans le programme de physique. Donc, c'est des notions de base par rapport au mouvement et aux forces, aux différents types de forces. Donc, si vous voulez bien, on s'en va directement au diaporama pour la suite des choses. Alors, les mouvements, les forces, le mouvement, écoute, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Hein? Sans mouvement, on serait comme des géraniums. Une plante verte qui ne bouge absolument pas. Les objets bougent, l'air bouge. Donc, tout ce qui nous entoure, finalement, a certains mouvements. Okay? Même des objets qui sont inertes, qui sont non-vivants, peuvent bouger. Hein? Tu n'as qu'à penser à une balle que tu laisses rouler ou que tu laisses tomber tout simplement. Donc, il va y avoir un mouvement. Alors, on va discuter un petit peu de tout ça aujourd'hui. Alors, première chose, pour avoir un mouvement, ça prend une force. Okay? C'est pas vrai qu'un objet inerte que tu déposes à quelque part va se déplacer s'il n'y a pas une force qui le fait se déplacer. Donc, une force, ce qu'on appelle une force, c'est une action qui est capable de modifier le mouvement d'un objet ou bien de le déformer. Okay? Donc, que ce soit en poussant ou en tirant. En fait, les deux principales forces, c'est pousser et tirer. Okay? Une torsion, en fait, c'est de pousser et de tirer dans deux directions différentes. Okay? Donc, pousser et tirer, les deux principale force, okay, pour créer un mouvement ou espérer créer un mouvement. Parfois, il n'y a pas de mouvement possible. On va voir un petit peu les détails du comment et du pourquoi. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui transporte une valise sur roulette. Évidemment, il va avoir une force dans son bras. Okay? L'origine de la force, on va appeler ça le point d'application. Cette force-là, on va la mesurer. Okay? Visuellement, on peut avoir une flèche qui est plus longue ou une flèche qui est plus grosse pour nous dire qu'il va avoir une grande force ou une petite flèche pour nous dire qu'il y a une petite force. Au niveau quantitatif, quand on veut vraiment préciser de quelle force il s'agit, on va y aller avec un nombre, en fait, avec une unité de mesure qui est des N. Les N, c'est des newtons. Donc, c'est l'unité de mesure d'une force. Et oui, encore une nouvelle unité de mesure. Okay? Il y en a pas mal en sciences et en techno. Donc, l'intensité de la force qu'on va représenter par une flèche et par un nombre. La direction de la force, donc dans quelle direction la force est appliquée selon l'horizontale. Règle générale, imagine-toi un plan cartésien, on va utiliser l'axe des X, ça va être notre origine de notre angle. Puis, on va appliquer une force selon un angle qui peut aller jusqu'à 360 degrés. Toujours en partant de l'axe des X positif. Puis finalement, le sens de la force, ce qui est, même si tu as un 60 degrés, c'est-tu par en haut ou c'est par en bas la direction, plutôt le sens de la force. Okay? Donc le sens, direction, un peu difficile de faire la différence, mais avec un peu d'entraînement, tu vas y arriver. Good. Donc, une force, c'est toujours en ligne droite. Okay? Alors, les types de force, il y en a. Il y en a vraiment une grande quantité. Je te les énumère assez rapidement avec des exemples. Donc, une force qui est appliquée, on va pousser ou on va tirer un objet. La force qu'on va appeler normale, qui est un peu plus compliquée à comprendre. En fait, qu'est-ce qui fait que lorsque tu déposes un livre sur une table, il ne bouge pas, malgré qu'il y a quand même la gravité qui le tire vers le bas, donc la force de gravité. Eh bien, tu as ce qu'on appelle une force normale. Dans le fond, c'est la force que la table applique. Et oui, la table force pour toi. La table force à la même intensité que la gravité pour empêcher que tout ça s'écroule. Si la force de gravité est plus forte, par exemple, si au lieu d'être un livre, tu mets un paquet de briques sur ta table, c'est bien de valeur, mais ta force normale, la force de la table, ne sera pas suffisante pour empêcher tout ça de s'écrouler. Force de tension. Donc, oui, c'est bien moi qui fais de la décalade. Expérience traumatisante. Mais tellement agréable quand même. Donc, la force de tension, c'est la force qui est dans la corde qui m'empêche d'aller m'écraser au sol 13 étages plus bas. La force de frottement. Si tu regardes par exemple des freins, donc le frottement des freins va être une force qui est à l'inverse
du mouvement de rotation des plaquettes des disques de frein. Lorsque les plaquettes vont frotter contre les disques, il va y avoir une force inverse qui va finalement faire arrêter le mouvement. Okay? La résistance de l'air, c'est un peu comme un frottement. Donc, la gravité qui tire un parachutiste vers le bas va être compensée par une force de résistance de l'air. En fait, la force de résistance, oui, c'est le parachute qui la crée, mais elle est appliquée sur, ici, grâce aux cordes. Okay? Vous remarquez que la force de gravité est plus grande que la force de résistance de l'air. Heureusement, c'est ce qui permet quand même les gens de finir par redescendre. Si la force de résistance est plus grande que la gravité, le parachute va s'élever. Okay? Donc, imagine-toi qu'il y a une bourrasque de vent qui vient prendre dans le parachute. Cette force-là, qui est en rouge, pourrait devenir plus grande que la force de gravité. Et donc, les parachutistes finiraient par s'élever au lieu de redescendre. Force élastique, tout ce qui est ressort élastique, caoutchouc, les suspensions. Donc, tout ça, c'est des forces élastiques. La force gravitationnelle, donc n'importe quel objet qui est dans l'espace, que ce soit la Terre ou la Lune, va avoir une force gravitationnelle. La force électrique que vous avez déjà vue, donc avec les charges positives et les charges négatives, il y a une répulsion ou il y a une attirance. Ça, c'est ce qu'on va appeler des forces électriques. Force magnétique, donc à ne pas confondre avec l'électricité statique, c'est deux choses qui sont différentes. Donc, force magnétique, qui est également une force assez connue. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu de force gravitationnelle. Il y a une différence, une distinction à faire entre la masse et avec le poids. Donc là, on est dans Observatoire, page 21. Tout ça, c'est dans le même chapitre. Okay? Vous allez voir, on va faire du coq à l'âne un petit peu. On est dans différents types de forces. On essaye de les expliquer chacune du mieux qu'on peut. Donc, la masse et le poids, c'est deux concepts qui sont complètement différents. Donc, le poids, ça représente une force de gravité qui exerce une planète sur un objet. C'est une force, le poids. Okay? La masse, je te rappelle que là, on est en secondaire 1. Donc, la masse, ça mesure la quantité de matière qu'il y a dans un objet. Combien de matière il y a dans l'objet? Peu importe tu te trouves où dans l'univers, que tu sois sur la Lune, que tu sois en apesanteur à quelque part dans le ciel, dans l'espace, ou que tu sois sur Terre, ou les deux pieds sur Mars, ta masse ne change pas. C'est la quantité de matière qui te constitue. Okay? On la mesure en kilogrammes. Le poids, ça va dépendre de la planète sur laquelle tu te tiens. Okay? Imagine-toi une planète qui a une très grosse masse. Okay? Et moi, par exemple, qui veut tomber sur la planète ou qui veut rester les deux pieds sur la planète, eh bien, étant donné que la planète a une très grosse masse, c'est comme si Hugo Girard, une très grosse masse, très grosse force, okay, qui va m'attirer vers la planète. Donc, une grande force, okay, c'est ce qui m'attire vers la planète. En fait, c'est ça qu'on appelle le poids. Donc, le poids, c'est la force. C'est Hugo Girard qui tire vers ta planète. Okay? Fait que même si tu voudrais y résister, tu ne réussiras pas. Okay? Puis même si tu es un peu plus loin, il va avoir aussi une force. Elle va peut-être être un peu moins grande. C'est pour ça que je l'ai représenté avec une flèche un peu plus mince. Puisque tu es éloigné de ta planète, la force va être un peu moins grande, mais il va en avoir une quand même. Parce qu'Hugo Girard, il est vraiment fort. Et là, je te rappelle qu'on est sur une planète qui a une très grosse masse, une très grande planète ou un très grand astre dans l'univers. Si par exemple j'ai une planète qui a une plus petite masse, exemple, représentée par moi, ok? Et bien évidemment, s'il y a un personnage qui est sur cette planète-là, il va être attiré par une force qui est bien moindre. Okay? Donc une force plus faible, le poids va être plus petit. Okay? Donc, c'est ça la gravité. La gravité, c'est une force. Qui se rappelle de c'est quoi l'unité d'une force? Tout à l'heure, j'en ai parlé. C'est des newtons. Le poids de quelqu'un, ça ne se mesure pas en kilogrammes ou en grammes. Si je te demande combien tu pèses, c'est quoi ton poids? Ben, ton poids, il est en newtons, parce que c'est une force. Okay? Donc, on devrait dire, c'est quoi ta masse? Okay? Ah, ben moi, j'ai une masse de 60 kg, exemple. Good!
Donc, le poids, c'est une mesure de la force gravitationnelle qui est exercée sur un objet. Okay? Le poids, il va dépendre de deux choses. Il va dépendre de la masse d'un objet. Oh, OK, le poids dépend de la masse. Ouais. OK, ta masse en kilogrammes et l'intensité du champ gravitationnel. OK? Sur quelle planète vis-tu? Alors, on rentre une petite formule ici. Donc, le W, OK, et le FG. OK? Le W, ça représente le poids en newton. FG, c'est la force gravitationnelle. Le poids et la force, hein, ça fait plusieurs fois que je le répète, c'est la même chose. Le poids, c'est une force gravitationnelle. Alors, c'est égal. Le poids est égal à la force gravitationnelle. Et tout ça, les deux sont égales, OK, à mg. Le m, ça représente la masse en kilogrammes, et le g, ça représente l'intensité du champ gravitationnel en newton par kilogramme. OK? Je vais faire ça simple, là. Chaque planète a une intensité de champ gravitationnel. Sur Terre, G, ou le champ gravitationnel, il est toujours égal à 9,8. OK? Donc, sur Terre, c'est 9,8. Je ne pourrais pas le répéter 50 millions de fois. C'est pour ça que je l'ai écrit là. C'est souligné. Donc, Terre, 9,8. OK? Fait que, ce que ça veut dire, c'est que ça va tout le temps être la même affaire. Si je te donne un problème qui se passe sur Terre, ton G, tu peux le remplacer tout de suite par 9,8 newtons par kilogramme. OK? Fait que finalement, pour savoir le poids d'un objet ou de quelqu'un, tout ce que tu as à faire, c'est faire cette multiplication-là. La masse multipliée par 9,8, si ça se passe sur Terre, puis tu vas avoir le poids de ta personne. Donc, quel est le poids d'une personne de 60 kg à la surface de la Terre? Première chose, moi, tu le sais, je veux que tu fasses une démarche qui est complète. Okay? Puis c'est la meilleure façon de ne pas te tromper. Alors, d'un côté, tu vas avoir tes données utiles, de l'autre, tu vas avoir ta démarche. Donc, mes données utiles, on nous en donne une seule. En fait, on nous en donne deux. La masse, c'est de 60 kg. Tu connais ta formule, le poids, hein, parce que c'est quand même ce qu'on te demande, quel est le poids d'une personne. Donc, le poids est égal à la force gravitationnelle. Soit on pourrait l'enlever, mais je le garde quand même. Okay? Le poids est égal à la masse fois G. C'est quoi G sur la Terre? Ben, c'est 9,8 newtons par kilogramme. C'est tout le temps la même affaire. Okay? Alors, on fait un petit calcul. 60 kg, c'est la masse de la personne. Fois 9,8 newtons par kilogramme, ça veut dire que le poids de cette personne-là, c'est de 588 newtons. On ne parle pas de kilos. On ne parle pas de livres. On parle de newton. OK? Good. Juste te donner une idée. OK? Les champs gravitationnels des autres planètes, mettons, dans notre système solaire. OK? Donc, la Terre, on est ici, là, 9,8 newtons par kilogramme. Si tu regardes, la Lune, c'est beaucoup plus petit. En fait, c'est 6 fois plus petit que la Terre. Donc, on se sentirait 6 fois plus léger sur la Lune que sur la Terre. Regardez l'intensité du champ gravitationnel du Soleil. Imagine-toi que tu as une combinaison super géniale qui te protège des radiations et de la chaleur intense du Soleil, que tu t'en vas mettre le pied sur le Soleil. Est-ce que tu crois que tu pourrais survivre? Certainement pas, parce que ton poids serait d'une intensité hallucinante. Tu n'aurais pas la structure osseuse et musculaire pour te maintenir debout. Tu t'effoirerais comme une crêpe parce que le champ gravitationnel du Soleil est trop fort. Okay? Qu'est-ce qui fait qu'il est fort comme ça? C'est la grosseur du Soleil. Okay? Donc, là, c'est plus un Hugo Girard. Tu as une centaine de Hugo Girard qui te tirent par les pieds. Là. Okay? Donc, on a fait la différence entre la masse et le poids. Le poids va influencer certains mouvements, que tu penses à parachute, que tu penses à une chute libre, tu fais de l'arc à flèche, tu lances une flèche, la flèche va faire une courbe comme ça. Tout ça, c'est lié à l'intensité du champ gravitationnel de la Terre de 9,8 newtons par kilogramme. OK. Maintenant, le mouvement, okay, on peut modifier certains mouvements, que ce soit par une force, okay, que ce soit par une déviation parfois. On va regarder un petit peu comment on peut modifier, par exemple, la vitesse d'un objet. Dès qu'on parle d'un mouvement, on va parler d'une vitesse. Alors, si on applique une force, okay, la vitesse peut augmenter,
peut diminuer aussi. Okay? La vitesse, ça va augmenter si tu exerces une force dans le même sens d'un objet ou si ton objet il est immobile puis que tu te mets à le pousser. Donc, imagine-toi, tu tombes en panne sur le bord de la route, tu te mets sur le neutre et là, tu vas aller pousser ton auto. Donc, là, tu vas augmenter la vitesse de ton objet. Il est à l'arrêt. En exerçant une force, tu vas lui permettre d'avancer. Okay? Même chose, si l'objet est déjà un peu en mouvement, puis tu t'en vas pousser dans la même direction, il va accélérer. En fait, sa vitesse va augmenter. Comment tu fais pour ralentir un objet? Ben là, ça va être l'inverse. Si la force est dans le sens inverse du mouvement, comme par exemple un mur, okay, ben, c'est sûr qu'il va y avoir une diminution de la vitesse. Okay? Fait que ce qu'il faut comprendre ici dans l'animation que je vous montre, le mur, lorsque l'auto le frappe, le mur exerce une force dans la direction vers la droite. Donc, dans le sens contraire du mouvement de la voiture. Ce qui fait que la voiture va s'arrêter. Okay? On ne veut pas que ça arrête brusquement comme ça dans la vraie vie. Et finalement, l'objet peut être dévié, comme par exemple au billard. Donc, lorsqu'une force arrive d'un côté ou de l'autre, qui n'est pas parfaitement en ligne avec le mouvement précédent, donc il va y avoir une déviation. Okay? Alors, tout ça, ça se calcule. Okay? Il y a un petit peu de vocabulaire, donc Observatoire, page 18. On va parler souvent en sciences ou en techno, ou dès qu'on parle de mouvement, on va parler de déplacement. Okay? Le déplacement, c'est la distance qui est parcourue par un objet. Okay? Donc, tu prends une balle de billard, tu la cognes, son déplacement a été de 2 mètres, par exemple. Okay? Bon, les unités, ça peut être en millimètres, en centimètres, okay? C'est comme tu veux. Okay? Il s'agira juste d'utiliser toujours les mêmes unités. Ça, c'est comme dans n'importe quel calcul en sciences. Le temps est hyper important quand on veut calculer une vitesse. Okay? Donc, il est mesuré en minutes, en secondes, en heures, en jours, en années. Encore là, c'est variable. Ça dépend de ce que tu veux mesurer. Et là, le temps, attention, la plupart du temps, lorsqu'on va parler de vitesse, on va s'intéresser à un intervalle de temps. Donc, au début d'un déplacement, tu pars un chronomètre, puis dès que le déplacement est fini, tu arrêtes le chronomètre. Okay? Mais ça, on va appeler ça un intervalle de temps. En sciences ou en mathématiques, l'intervalle de temps, on va le représenter comme ceci. Donc, on va utiliser le petit triangle ici qui se nomme delta. Donc, on va appeler ça delta t. Okay? Delta t. Donc, delta, c'est une lettre grecque. Okay? Ça veut dire un intervalle. Ça représente une variation de temps. Okay? Ça a pris combien de temps à faire ton déplacement? Ben là, j'ai parcouru 2 mètres. Ça m'a pris 2 secondes. Ou j'ai parcouru 1 kilomètre. Ça m'a pris, je ne sais pas moi, 75 secondes. Parce que tu l'as fait en auto, tu ne l'as pas fait à pied. T'sais. Donc, la durée du déplacement, c'est combien de temps ça t'a pris pour te déplacer. À partir de là, tu vas être capable de calculer une vitesse. Okay? Donc, une vitesse, là, c'est aussi simple que cette formule-là. Une vitesse, que ce soit en kilomètre-heure ou en mètre-seconde, ben, en fait, tu vas faire la distance ou le déplacement, donc la distance parcourue, qui va être en mètres, et tu vas diviser ça par un delta t, donc la durée de ton déplacement en secondes. Ça pourrait être en heures. Ici, les mètres, ça pourrait être des kilomètres. Okay? Donc là, dans ce cas-là, vu qu'on a pris des mètres pour ce qui est du déplacement puis des secondes pour ce qui est du temps, ben là, on a des mètres divisés par des secondes. Alors, la vitesse va être exprimée en mètres divisé par des secondes, hein, en mètres par seconde. Si, autrement, tu prends un déplacement en kilomètres et que la durée du déplacement, tu la calcules en heures, ben là, tu vas diviser des kilomètres par des heures, alors ta vitesse va être exprimée en kilomètres-heure, tout simplement. Donc, exemple. C'est quoi la vitesse moyenne d'une voiture qui effectue un déplacement de 10 km? Tu peux le garder en kilomètres. Tu peux dire 10 000 mètres aussi. Okay? Il a parcouru ça en 10 minutes. C'est-à-dire 600 secondes. 10 minutes fois 60 secondes, ça nous donne bien 600 secondes. Bon, là, ce qu'on te demande, c'est quoi? C'est quelle est la vitesse? Quelle est la vitesse moyenne? Ben, la formule de la vitesse moyenne, on vient de la voir. Okay? Il va y avoir un calcul, encore là, données utiles, démarche, super important de se structurer pour rien oublier. Donc, c'est quoi mes données utiles? 10 000 mètres de parcouru, ça c'est mon déplacement, donc D égale 10 000 mètres. Et le delta T, hein, ce déplacement-là, il a duré
10 minutes ou 600 secondes. Alors, la démarche, on y va avec la formule, la vitesse, c'est le déplacement divisé par delta t. Tu fais le calcul, ça te donne 16,67 mètres par seconde. Si tu calcules en fonction de kilomètres-heure, il s'agira, par exemple, ici, de le mettre en kilomètres. Donc, ici, 10 km. Et 600 secondes, ça fait combien en heures? Eh bien, il va falloir que tu que tu divises par 3600. Parce qu'il y a 3600 secondes dans une heure. Good! Maintenant, on est rendu à discuter déjà des exercices. Tu vas voir que dans ton cahier observatoire, il y a des petites choses encore à voir. Donc, les exercices sont les suivants. Donc, je te propose de d'abord lire la matière, hein, pages 17 à 22 dans ton observatoire. Prends le temps de le faire. Si tu es visuel, ça va vraiment clairement t'aider. OK? Puis les exercices, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, tu vas voir qu'on n'a pas vu tout le chapitre, donc tu peux faire les exercices de la page 25 à 30, tous les numéros 1 à 15, tu vas être capable de faire ça assez aisément. N'hésite pas à revoir la capsule aussi si tu as des difficultés. Donc, c'est ce qui termine le chapitre, la capsule aujourd'hui. Nous, on va terminer le chapitre dans le chapitre 3, plutôt, on va le terminer dans un autre épisode. D'ici là, travaille bien, n'hésite pas à poser tes questions, que ce soit en personne ou sur Classroom ou par courriel. Donc, je vais te répondre le plus vite possible. Alors, bonne semaine, amuse-toi, bye bye.